la liberté a un prix. Il y a 10 ans a été créée TV Liberté. Les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures, a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique, prise dans nos poches par l'État, est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 €. 0. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Était Egon Kragel. Bonjour monsieur. Bonjour Martial. Vous êtes un spécialiste d'ufologie, c'est une discipline, je le rappelle, qui consiste à recueillir les données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés. Et vous êtes un minutieux enquêteur sur les ovnis depuis très nombreuses années et vous publiez un nouvel ouvrage, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, c'est chez Max Milo et c'est en vente sur le site tvl.fr à la rubrique boutique. Est-ce une passion ancienne d'ailleurs ou tardive cette recherche? Parce que votre vie professionnelle vous a mené plutôt vers la musique, la radio, les CD, les objets bien identifiés. Absolument. C'est l'histoire de toute une vie. C'est l'histoire de toute une vie parce que je suis fils de colonel et mon papa avait coutume d'organiser des dîners avec des amis pilotes et ça se passait sur la nappe blanche des dimanches. Et j'ai tendance à dire toujours que lorsque la chair était goûtue et que visiblement peut-être que le vin poussait aux confidences, ses amis pilotes racontaient des choses absolument incroyables. Ils disaient avoir croisé certaines fois dans leur couloir de vol des objets à la célérité absolument inédite. Je me souviens d'un cas au-dessus du Var, notamment, où un ami disait qu'il était absolument déconcerté parce qu'il avait vu un objet plat, métallique, donc vraiment en forme de soucoupe, qui était venu vers lui, avait tourné autour des ailes de son avion et avait disparu. Voilà. Alors effectivement, les discours de ses amis militaires, pour l'enfant que j'étais, étaient un peu ennuyeux, parce qu'on parlait de l'Algérie, de l'Indochine, mais lorsque il parlait de ces rencontres célestes absolument étonnantes, pour l'enfant que j'étais, c'était vraiment une porte vers un ailleurs, et c'est une porte qui m'a offert une échappée buissonnière, que j'ai menée et que je mène encore avec gourmandise, vraiment. Alors, vous menez, je l'ai dit, des enquêtes minutieuses sur ces phénomènes. Vous avez écrit de nombreux livres. Là, c'est le troisième. C'est le quatrième ouvrage, en fait. Et le troisième d'une trilogie. Et c'est le troisième d'une trilogie dont le postulat est d'essayer de présenter, en fait, une vue panoramique peut-être la plus exhaustive, disons, de ce dossier très étrange, protéiforme, que représentent les ovnis. Et je me réfère toujours à l'acronyme de base, c'est-à-dire on parle d'objets volants non identifiés.
J'évite toujours un peu le glissement sémantique qui tend le flanc un peu au rire et à la galéjade. Donc, voilà. Vous avez beaucoup parlé des ovnis. Alors là, vous êtes rattrapé, on va le voir pourquoi. On va voir pourquoi. Vous êtes rattrapé par la presse. Regardez, le monde diplomatique, OVNI, bientôt la vérité. Le Figaro Magazine de cette fin de semaine, OVNI, ces nouveaux phénomènes inexpliqués. Pourquoi les ovnis réapparaissent dans la presse? Parce qu'il y a une date clé importante, le 26 juillet 2023, le 26 juillet dernier, une audition historique a lieu à Washington par une commission de la défense nationale de la Chambre des députés. David Grush est entendu sous serment et là, il lâche une bombe. Alors, qui est David Grush et que dit-il? Alors, David Grush, qui a 36 ans, est un ancien responsable du renseignement. Il a travaillé quand même durant 14 ans pour le renseignement nord-américain. Il a un pédigré long comme le bras. C'est aussi un soldat qui a été décoré pour ses missions en Afghanistan. Et ayant travaillé donc pour le renseignement, on sait qu'il bénéficie d'une habilitation top secret, même je dirais above top secret, c'est au-delà du top secret. Et effectivement, il a lâché une bombe. D'abord en mai, il s'est adressé à un média qui s'appelle le Débrief. Et là, il a commencé à dire que il y avait des bruits, que ça bruissait dans les couloirs du pouvoir de Washington, et que visiblement le gouvernement américain aurait récupéré à la suite de crash des objets exotiques, et non seulement des objets exotiques, mais aussi du matériel non humain, c'est-à-dire des pilotes, ce qu'on appelle des ufonautes. Il a réitéré ses propos dans une télé payante qui s'appelle News Nation, et puis comme vous le rappeliez, le 26 juillet 2023, il y a eu une audition qui a été qualifiée d'historique à Washington, et là, sous serment, donc David Grush a expliqué que le gouvernement le gouvernement américain avait réellement récupéré des objets exotiques d'outre-espace, et que il y aurait aussi un programme de rétro-ingénierie occulte, qui analyserait ce matériel pour en tirer avantage. Voilà. Donc on se doute que ce sont quand même des propos mesurés parce que David Grush risque gros par parjure. C'est-à-dire que ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors, quand il y a cette déclaration qui est faite, il le fait en compagnie de Ryan Graves et David Fravor, qui sont deux anciens pilotes de chasse, venus faire eux aussi part de leurs troublantes observations. David Fravor, c'est très intéressant parce que David Fravor est la personne qui a traqué un ovni en forme de tic-tac. Ça s'est passé en novembre 2004 au large de San Diego, sur la côte californienne, et les pilotes assermentés à l'époque ont pu réaliser une vidéo qui a été authentifiée par le Pentagone et qui a été analysée. Et la signature de cette vidéo nous laisse absolument pantois parce que l'objet a réalisé des accélérations suprasoniques, je dirais, avec une célérité absolument inédite. Et l'objet a même plongé dans la mer ensuite. L'objet a joué avec les F-18 Hornet que pilotait David Fravor. Et David Fravor raconte d'ailleurs, il était absolument sidéré parce que il disait qu'il avait l'impression que l'objet lisait dans ses pensées et devançait ses intentions, parce qu'à un moment donné, ils ont eu un message de l'opérateur de bord du Nimitz, qui est le grand sous-marin à propulsion nucléaire américain, et l'opérateur de bord leur a dit: écoutez, maintenant il faut vous rendre à Cap Point. Cap Point en jargon militaire, c'est le lieu de rendez-vous. Donc David Fravor et son ailier Jim Slade ont commencé à se rendre vers Cap Point, et à ce moment-là, l'opérateur les a rappelés en leur disant: écoutez les gars, vous n'allez pas le croire, mais l'objet est déjà à 60 km, il est déjà là-bas. Donc David Fravor disait, notamment le 26 juillet 2023, sous serment, a dit: on ne possédait pas cette technologie, on ne la maîtrisait pas il y a 10 ans, on ne la maîtrise pas aujourd'hui, et on ne la maîtrisera pas dans 10 ans. Voilà, ça c'est les déclarations de David Fravor, qui est un pilote, comme je le disais, assermenté. Et vous savez, les pilotes assermentés américains, ce sont des ingénieurs.
Alors, je poursuis parce que sur cette date du 26 juillet 2023, il y a tout bien évidemment, ça va faire le tour du monde, sa formation fait le tour du monde. Elle arrive en France bien évidemment, on le voit. Ça a fait la couverture du Parisien d'ailleurs à l'époque, incroyable, avec une photo de David Grush en disant cet homme remet les ovnis dans le débat public. Alors le monde diplomatique en l'occurrence, lui explique trois hypothèses. Il dit, enfin, de conséquences de ces déclarations-là. Il dit, premièrement, ça relance le conspirationnisme ufologique propre aux États-Unis. Première réponse. La deuxième réponse, il dit, en fait, ça vient des milieux trumpistes. Qui font leur chou gras de cette question des ovnis. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que dit Le Monde. Et puis, on s'aperçoit que John Kirby, par exemple, qui est porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché à la Maison-Blanche, lui déclare qu'il ne doit pas y avoir de position sur la question et que tout doit rester ouvert. Je vois aussi que la représentante démocrate dans cette commission au mois de juillet dit « Nous avons la responsabilité dans tous les domaines de rechercher la vérité » et on voit bien que le Pentagone, mais la NASA, l'US Navy, mais aussi Joe Biden prennent au sérieux ces déclarations. Qu'est-ce qu'il faut penser? Conspirationnisme, trumpisme ou alors prendre en considération... Je suis très étonné que le monde diplomatique adopte cette attitude, parce que visiblement le monde diplomatique n'a pas suivi les avancées aujourd'hui de l'agence spatiale, de la NASA. La NASA, le 31 mai 2023, a réuni un panel d'experts, des spécialistes indépendants, en astrobiologie, en politique, en sciences des données, en océanographie, et la NASA a rendu, en septembre dernier, un rapport officiel. Et que dit ce rapport officiel de la NASA? La NASA déplore que le sujet soit traité de complotiste et de sensationnaliste, en disant il faut qu'on s'occupe de cela sérieusement. Et là, c'est l'agence spatiale. Donc je suis étonné que le monde diplomatique prenne la NASA à la légère. Alors, le monde diplomatique va peut-être prendre aussi le Pentagone à la légère, visiblement, puisque le Pentagone a sorti un rapport préliminaire de 9 pages, où les experts militaires se sont penchés sur 144 cas. On nous parle de physical objects, donc la réalité du phénomène OVNI a été reconnue par le Pentagone en juin 2021. Que dire de plus? La Navy, Scott Bray, qui est le responsable du renseignement de la Navy, a dit qu'il possédait 400 dossiers sur le sujet et que depuis les années 2000, les observations ne cessent d'augmenter. Donc j'aurais tendance, avec beaucoup d'humilité, à dire aux journalistes du monde diplomatique peut-être de se pencher sur ce que dit le Pentagone, la NASA, l'US Navy et l'US Air Force. Il note quand même que la NASA a fait commenter aussi ce genre d'analyse. Vous avez fait le choix dans votre ouvrage, donc il revient à celui-ci, parce qu'il est important, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, de passer en revue 56 rencontres sourcées, détaillées, que vous avez choisies, avec des rencontres avec des extraterrestres, bien sûr, par un rappel important. Croire ou ne pas croire n'est pas le postulat de base. Vous n'êtes ni dans la croyance, ni dans la superstition, mais dans le factuel. Est-ce que c'est important aussi de le rappeler? Ah oui, absolument, absolument. Quelquefois, on me demande comme ça, en me disant, vous écrivez des livres, donc est-ce que vous croyez aux ovnis? Et je réponds systématiquement, donc je ne crois pas aux ovnis, pour une raison, c'est que nous ne sommes pas en religion. Ce n'est pas une question de foi. Voilà. Il faut évidemment éviter ces écueils rédhibitoires que sont à la fois la croyance et la superstition. Non, il suffit d'aller consulter les grands acteurs de cette histoire ufologique ou aussi les personnes qui s'occupent du ciel. Moi, je suis allé taper aux portes des états-majors de l'armée. Et plus vous montez les échelons, et plus les gens sont absolument conciliants et vous ouvrent des dossiers et ne rient pas. Je vous promets. Et rester absolument factuel. Là, c'est toujours important. Il faut toujours revenir aux sources. Moi, je me définis aussi comme un passeur d'histoire. J'aime retrousser mes manches et pétrir cette matière première ufologique et profuse et donner au lecteur et à l'amateur potentiel la possibilité de faire leur propre démarche.
Quand vous regardez ces 56 témoignages, quand vous regardez tous les témoignages que vous avez évoqués à travers vos livres, quel est votre sentiment personnel ? En 3 ouvrages, comme ça, dans cette trilogie, je me suis penché déjà sur 170 à 180 cas. Quelle est votre conclusion à vous ? Qu'il se passe réellement quelque chose. Il serait déraisonnable de se dire que sur des milliers, je dirais des dizaines de milliers, je dirais des centaines de milliers, si vous voyez les archives que j'ai accumulées chez moi, que des personnes, et qu'importe les latitudes et les époques, que des personnes aient vu les mêmes choses, les mêmes phénomènes, étaient confrontés aux mêmes phénomènes, et que ce soit en Chine au 19e siècle, au 20e siècle, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique du Sud, donc des personnes qui ne peuvent pas avoir de contact, décrivent la même chose. Donc, mon travail, si vous voulez, ça a été petit à petit d'essayer de dégager de tout ça une constante sérielle. Et je peux vous dire que nous sommes confrontés à un vrai phénomène. Et qu'il est temps, je pense qu'il est vraiment temps de s'y pencher de façon scientifique. Alors moi, je vais essayer de m'y pencher et d'essayer d'apporter des contre-arguments. Parfois. Vous faites remonter les premiers témoignages à 1954, oui. Année qui annonce, vous dites, une vague d'ovnis. Oui. Ma première question, c'est pourquoi 1954 et pourquoi une vague d'ovnis ? Ça, je n'ai pas, ça et là, je n'ai pas la réponse. Ce qui est clair, c'est que, en se penchant sur la chronique ufologique, ces étranges objets, ces mystérieux objets célestes, se manifestent par vagues. Alors pourquoi en 1954, durant l'automne 54, entre octobre, novembre et décembre 54, il y a une profusion d'observations. Claude Power, à l'époque, qui va s'occuper du CNES, dit qu'on on atteignait à peu près 60 observations par mois. Et si vous consultez la presse de l'époque, que ce soit en octobre, novembre, décembre, tous les journaux de l'époque, alors ces journaux savoureux qui étaient noir et blanc, combat, et à la fois la presse nationale et provinciale, tous les journaux ne parlent que de soucoupes volantes. En 1954, les Français ont découvert le phénomène des soucoupes volantes et des martiens, on les appelait les martiens à l'époque, qui étaient des petits personnages d'1,10 m et qui ressemblait au bibendum de la publicité Michelin, des pneus Michelin. Voilà. Pourquoi ? On ne sait pas. À nouveau, on a connu une vague absolument incroyable dans les années 70. La Belgique a été survolée par des engins gigantesques, grands comme des stades de football, en forme de triangle, entre 89 et 91, massivement survolés. Et c'est l'état-major qui s'est occupé de ce cas. Et l'état-major belge, la force aérienne belge, a classé ces observations, des milliers d'observations, dans le casier très dérangeant pour certains d'objets volants non identifiés. Donc alors, vous décrivez une présence, une observation de phénomènes anormaux, non identifiés à travers le monde. Existe-t-il une méthodologie qui s'est focalisée sur une explication, une compréhension géographique ? Alors on a tenté. De ces phénomènes. Très bonne question. On a tenté dès les années depuis la vague de 54. On a eu en France un penseur fulgurant qui s'appelle Aimé Michel. Et vraiment, je recommande à tout le monde de se repencher sur les ouvrages d'Aimé Michel. Et Aimé Michel avait une grande amitié avec ce magicien en fil de fer magnifique qui s'appelle Jean Cocteau. Et un jour, Jean Cocteau était passionné par les ovnis, je vais vous raconter ça. Et Jean Cocteau a dit à Aimé Michel, tu sais, il doit y avoir de l'ordre dans le désordre. Regarde tes cartes. Alors, Aimé Michel s'est penché, il a donc déplié une grande carte de France et il a essayé de voir si ces observations d'ovnis répondaient à une sorte de schéma. Et effectivement, ça semblait répondre à une forme de schéma. Il a créé ce qu'on appelle à l'époque l'orthotonie. Et ça a été une explication qui a fait le tour du monde à l'époque, mais qui a été, dès les années 70, mise à mal par Jacques Vallée. Jacques Vallée, qui est un de nos grands ufologues, qui est un personnage fantastique. Jacques Vallée est à l'origine de la création d'Internet. Et si vous avez vu Rencontre du troisième type de Spielberg,
C'est Jacques Vallée qui a créé la première grille d'analyse du phénomène, rencontre du premier type, rencontre du second type, rencontre du troisième type. Et à l'époque, il avait sorti donc un livre avec Alan Hynek, et c'est un jeune cinéaste qui s'appelait Spielberg qui est tombé sur ce livre et qui a été fasciné et qui a fait un film. Et rencontre du troisième type, dans le film rencontre du troisième type, vous avez un astrophysicien français incarné par François Truffaut, et c'est Jacques Vallée. Voilà. Et c'est Jacques Vallée, qui a beaucoup travaillé avec l'informatique, qui, dès les années 70, a repris toutes les données d'Aimé Michel, et grâce à des ordinateurs, s'était rendu compte que l'orthothénie ne fonctionnait pas. Donc ça a été une tentative, mais qui, hélas, s'est avérée... Alors, autre question de Béotien, à nouveau. Est-ce qu'on a un profil type de ces extraterrestres, de ces humanoïdes, un portrait type avec l'analyse aussi des contacts réels entre humains et non-humains? Parce qu'il y a ceux qui ont vu, il y a ceux qui ont vu les humanoïdes et ceux qui ont échangé. Alors, j'ai tendance... C'est pas Mars Attack. C'est pas Mars Attack. Non, c'est pas Mars Attack. D'autres références. J'ai tendance à dire, alors après avoir écumé bien des dossiers, j'ai tendance, moi, à parler d'une giboulée d'êtres baroques, où s'ébroue tant de mystères. Je parle d'un bestiaire cosmique, c'est-à-dire un bestiaire, je parle d'un bric-à-brac, comme ça. On a absolument de tout. Mais de tout, est-ce que ça renforce votre hypothèse qu'il y a vraiment des phénomènes inexpliqués, ou est-ce que ça les relativise? Une affolante bestiaire, dites-vous. Oui, absolument. C'est Mars Attack. Mais comme les ovnis. Si vous voulez, parce que très vite, la presse nous a dit que les ovnis correspondaient à 3 types fondamentaux, des soucoupes. On a eu les cigares, les triangles, voilà. Et puis maintenant, on parle d'orbes. Hein. Mais je me suis vraiment penché. En fait, c'est un bric-à-brac céleste. On a de tout. On a des cônes velus, des équerres, des petits rodactyles volants. Enfin, c'est des choses absolument incroyables. Et Michel, dont je parlais, avait baptisé ce phénomène comme un festival d'absurdité. Je pense que c'est un festival d'absurdité en l'état de nos connaissances. Il faut rester extrêmement humble. Et je dirais, comme Jean Cocteau, qu'il doit y avoir un ordre dans le désordre, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas perçu. Quand vous avez vos 56 recensions devant vous, sourcées, c'est vrai, détaillées et même d'ailleurs passionnantes, parce qu'on rentre dans ces histoires, ces 56 petites histoires à raconter, quelle est celle qui vous paraît la plus recevable, la plus probante, celle qui vous est, voilà, ça confirme mon point de vue? Est-ce qu'il y en a une particulière? Il y en a plusieurs. Il y a pour les plus pragmatiques, moi j'ai cessé d'être pragmatique, si vous voulez, dans ce dossier parce qu'il est affolant d'absurdité, mais il est réel. Mais pour les plus pragmatiques, par exemple, il y a 2 cas. Il y a ce cas à Talavera, la Real, qui est un aéroport espagnol, où des militaires ont aperçu soudain une créature absolument incroyable, comme une espèce d'hologramme comme ça, sur lequel ils ont quand même tiré à la mitraillette, 60 projectiles, et ils n'ont jamais retrouvé les douilles. Ils avaient un chien de garde, et ce chien a été carbonisé par cet objet, par exemple. Et là, on a des centaines de militaires. On a plusieurs sentinelles et des centaines de militaires ont entendu, ont vu les lumières, etc. Un autre cas qui est le cas de Robert Good dont je parle, qui est ce policier américain qui s'est fait mordre par un alligator un matin. Il avait attrapé un alligator pour le montrer à son fils. Il l'avait bâillonné, enfermé dans son garage, et le matin, il a voulu relâcher le saurien. Et le saurien s'est retourné, il lui a mordu la main, il lui a pratiquement sectionné son index. Et Robert Good n'avait pas le temps vraiment de se soigner, un bandage sommaire, très vite maculé de sang, et il est allé travailler. Et avec un de ses collègues policiers, et soudain ils sont tombés de façon absolument inattendue sur un énorme objet qui les a survolés, qui a émis un rayon mauve sur la voiture. Écoutez, Martial, vous n'allez peut-être pas le croire, mais ce policier, lorsqu'il a enlevé son bandage, après avoir été couvert par ce rayon mauve, il n'y avait plus aucune trace de blessure, alors que l'index était pratiquement sectionné. Et là, on a l'enquête du Pentagone, l'enquête du FBI,
et qui sont comme des poules face à un entonnoir en disant on ne peut pas du tout expliquer. Ces policiers sont des gens extrêmement fiables, ils ne mentent pas, mais c'est inexplicable. Charles Jégut, dans Figaro Magazine, conclut son article par une référence aux mémoires de Barack Obama. Dans ses mémoires, l'ancien président américain raconte qu'il n'avait qu'une seule question à poser aux militaires et aux services secrets quand il prit ses fonctions en 2008. Alors, est-ce qu'ils existent? Et Charles Jégut conclut, à ce jour, personne ne lui a encore répondu par l'affirmative, ou alors il sait se taire, comme tous ceux qui savent. Oui, et la même chose, vous savez, avec Bill Clinton. Dans ses mémoires officielles, Bill Clinton raconte que, enfin, c'est le biographe de Bill Clinton qui raconte que lorsque Clinton a été élu président, il a demandé 2 dossiers, le dossier de l'assassinat de John Kennedy et le dossier des ovnis. Et on lui a répondu, Monsieur le Président, vous ne possédez pas le need to know, le besoin de savoir, et ces dossiers lui ont été refusés. Une hypothèse, la dernière, que donne le monde diplomatique, il dit que cette existence d'objets volants non identifiés peut cacher, en fait, des guerres entre la Chine et les États-Unis, des nouveaux drones, etc. Est-ce que vous pensez que les États-Unis auraient intérêt aussi à cacher des nouvelles armes en indiquant qu'il y a un renouvellement des ovnis? Est-ce que ça aussi c'est une hypothèse que relève la presse, toute la presse d'ailleurs? Alors effectivement, je trouve ça extrêmement intéressant parce que lorsqu'on essaie de définir la nature intrinsèque de ces objets aujourd'hui, nous ne jonglons qu'avec des hypothèses. Alors, première hypothèse, c'est peut-être, comme je le disais, c'est peut-être exogène, ça vient peut-être d'autres espaces. Seconde hypothèse, c'est peut-être interdimensionnel. Aujourd'hui, la mécanique quantique nous dit qu'on ne vivrait pas dans un univers, mais un multivers, visiblement de 11 dimensions. Peut-être que certaines formes de vie, d'énergie sont capables de traverser, de passer d'une brane à l'autre. Troisième hypothèse, est-ce que c'est une technologie maîtrisée par un belligérant terrestre aujourd'hui? Est-ce que ce serait la Chine, la Russie? Visiblement, le Pentagone renacle un peu là-dessus. C'est-à-dire que est-ce que ce serait les États-Unis qui selon ce qu'on appelle les black projects, ces projets noirs, construiraient aujourd'hui ou auraient la possibilité de concevoir des objets absolument incroyables? Qui sait, mais je pense que c'est peu probable, vraiment, peu probable. Mais qui sait? Je crois qu'il faut rester dans l'ouvert, ne rien refuser et ne pas bouder son plaisir en se disant que peut-être demain ou après-demain on aura des questions. En tout cas, je pense que vous n'êtes plus seul à parler dans le désert, ça c'est vrai. Des documents déclassifiés apportent la preuve ou des preuves que votre recherche est une recherche recevable. Oui, tout à fait. Elle est plus que recevable, puisqu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est l'état-major nord-américain, ce sont les experts militaires nord-américains, c'est la NASA, c'est l'Air Force, c'est la Navy qui se penche dessus et qui alarme. Il y a vraiment un cri choral d'alarme. Aujourd'hui, les États-Unis vous disent que les ovnis représentent un vrai problème de sécurité nationale. C'est pas rien. C'est pas des calembredènes, c'est pas un ramassis de sornettes. Donc non, c'est un problème de sécurité nationale. Donc un problème absolument majeur. OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, il faut se faire un avis, et pour se faire un avis, il suffit de lire vos livres, et le dernier en date. Voilà, on ne va pas trancher, c'est pas moi qui vais le faire. En tout état de cause, on vous a écouté, on vous a donné la parole, et je pense qu'on peut creuser cette question. L'essentiel, je pense, c'est de se pencher. D'abord, si je peux me permettre, c'est de garder sa capacité d'étonnement intacte, parce que je pense que l'étonnement est toujours le premier pas de toute démarche scientifique. Ensuite, de se pencher sur les dossiers. On a des milliers de documents déclassifiés du FBI, de la CIA, de l'Air Force, de se pencher sur... Est-ce que vous pensez sincèrement que le FBI, l'Air Force, depuis les années 47, ont émis des mémos, des tas de documents qui sont aujourd'hui caviardés, des milliers, je dirais même des dizaines de milliers, sur un sujet qui est ridicule?
Et puis à chacun de lire ses histoires. Ce sont vraiment des histoires à pas trop lire la nuit, parce qu'elles sont un peu inquiétantes parfois, mais pour les amateurs de frissons, et d'en tirer ses propres conclusions. Je ne suis pas là pour affirmer quoi que ce soit, je n'ai ni la prétention, et j'ai l'humilité juste d'ouvrir ce dossier, et de le présenter à chacun, et de dire à tout le monde, mais à vous de tirer vos propres conclusions. Mais je pense que quand on plonge dans ces dossiers, je le pense vraiment, on n'en sort pas indemne. Un enquêteur, Egon Kregel, et cet ouvrage est publié chez Max Milo et vous l'avez en vente sur le site tvl.fr, rubrique boutique. Merci monsieur. Merci à vous.